Bonsoir à tous, nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS et Internet. Ce sont les paradoxes de la société française appliqués à nos assiettes et à notre santé. De sévères angoisses, de plus en plus souvent liées à la chimie, aux pesticides et aux dangers pour notre alimentation. Dans le même temps, le bio et l'agriculture raisonnée connaissent un succès croissant. Et puis, il y a de très bonnes nouvelles de la recherche anti-âge qui font le succès de votre livre, Frédéric Salman, ou de celui de Jean-Michel Cohen qui veut, lui, lutter contre les peurs alimentaires. Nous avons donc intitulé cette émission Info ou intox alimentaire avec un point d'interrogation. Et voici les invités qui ont accepté de participer à cette émission. Frédéric Salman est donc médecin cardiologue et nutritionniste. Vous êtes un spécialiste en hygiène alimentaire et votre dernier ouvrage vient de paraître chez Flammarion. Il est intitulé La vie et le temps, les nouveaux boucliers anti-âge. Jean-François Narbonne est lui chercheur au CNRS, professeur en toxicologie à l'université Bordeaux 1. Vous êtes expert à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Je rappelle vos livres Toxique à faire, le plus ancien chez Ramsay et 100% toxique aux éditions Thierry Soucard. Jean-Michel Cohen est lui médecin nutritionniste. Votre dernier livre vient donc de paraître lui aussi chez Flammarion. Il s'intitule La vérité sur nos aliments. Il s'agit du 4e ouvrage de votre série Savoir manger, coécrite avec votre complice le docteur Patrick Serrogue. Enfin, Perico Légas est critique gastronomique, rédacteur en chef des Arts de Vivre à l'hebdomadaire Marianne. Vous signez dans le Marianne de cette semaine un grand dossier tout à fait passionnant intitulé On peut cultiver à grande échelle des produits bio accessibles à tous. On va commencer par une sorte de bonne nouvelle. En tout cas, je vous la donne comme telle et vous réagissez. Je relisais en préparant cette émission une étude du Crédoc qui indiquait qu'à 12h30 dans notre pays, 51% des Français sont à table. Ça veut dire deux choses. 1, ils mangent. 2, ils sont assis. 3, ils font un vrai repas. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Formidable nouvelle, ça veut dire qu'ils grignotent moins l'après-midi. Et grignoter, c'est ce qui fait grossir. Donc déjà qu'ils s'assoient face à leur assiette, c'est formidable. Et donc moi je pense qu'à ces 51, qui sont la majorité, qu'ils doivent donner une nouvelle tendance. C'est essentiel de s'asseoir, de prendre le temps de manger si on veut éviter de grossir pour n'importe quoi. Alors j'ai pas précisé que ces 51 là, j'invente le chiffre, mais ils doivent être probablement, on en parlait il y a un instant Jean-Michel Cohen, 70% en province. Et moi je vous ai toujours entendu dire sur ce plateau que le fait de continuer à s'asseoir pour déjeuner restait un paradoxe français exceptionnel. C'est assez amusant parce que c'est l'introduction du nouveau livre dans lequel je raconte que allant aux États-Unis et cherchant à comprendre s'il y avait une relation qui faisait la différence entre la protection contre l'obésité des Français ou les Américains, j'ai fouillé les supermarchés, j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé juste l'investissement affectif autour de la nourriture qui est plus fort chez nous que dans d'autres pays et les rythmes sociaux qui sont différents. En France, on ne peut manger que de 11h30 à 14h30, sinon les restaurants vous refusent. Aux États-Unis, c'est toute la journée. Le petit déjeuner est structuré à un certain temps, le déjeuner pareil. Et ce temps est un temps de latence, c'est-à-dire où il y a de la joie, de la convivialité, du plaisir de manger et ça fait partie du modèle à la française. Je lisais, pardonnez-moi, une autre étude du Crédoc qui indiquait que on pourrait dire que les mets traditionnels font un grand retour sur la table des Français. Oui. Mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure à propos du bio. J'ai pensé pendant longtemps que le bio était une attraction des gens, mais en fait je me rends compte que le bio devient un refuge pour les gens. Ça veut dire que c'est par les peurs alimentaires qu'on entretient à l'heure actuelle que les gens disent puisque il faut pas que je mange ça, donc je mange le bio, au moins je suis tranquille. Ils sont en train de nous dire qu'on veut revenir en quelque sorte vers une vérité alimentaire, voire culinaire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est de la propagande. 51% des Français passent à table, j'en ai rien à cirer si je ne sais pas ce qu'ils mangent. On ne va pas commencer à se réjouir, le chiffre est formidable, c'était 42% il y a quelques années. Eric Olégas, on nous annonce en permanence une société déstructurée, où il n'y a plus de valeur, où on n'est plus jamais ensemble. Si vous savez qu'un Français sur deux à 12h30 est à table, je vous annonce, je vous affirme que c'est une bonne nouvelle. Il y a un fléau alimentaire, il y a un empoisonnement de notre alimentation par l'agro-industrie avec la complicité de la publicité et de la grande distribution. C'est effrayant. Aujourd'hui, les Français mangent ce que TF1 leur prescrit de manger dans la lucarne et le samedi, on va acheter en grande surface ce que l'annonce publicitaire vous a dit de prendre. C'est même marqué vu à la télé. Je vous prierai de ne pas faire de publicité pour les chaînes concurrentes. Je parle celle qui a sinon, le plus gros budget. Sinon, je vous envoie au carré VIP. Je fais allusion à celle qui fait le plus de propagande publicitaire pour l'agro-industrie. Mais elles ne sont pas exemptes, les autres non plus. C'est ça. Donc 51% des Français qui reviennent à table, c'est formidable. Nous sommes tous pour le rétablissement du repas familial en tant qu'institution sociologique, puisque c'est là où les professionnel, je ne sais pas, mais voilà. Ça, c'est sur le plan sociologique. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans leur assiette, je ne sais pas ce qu'ils mettent dans leur sandwich. Je reste très inquiet et très vigilant, et nous sommes ici des professionnels qui travaillons dessus depuis très longtemps. Je peux vous dire que la situation, elle est, comme sur le plan électoral, extrêmement alarmante. Alors 51%, il y en a autant qui s'abstiennent quand ils vont voter. Moi, j'ai besoin de savoir ce qu'il y a derrière ce problème. Et il y a aujourd'hui en France des pouvoirs publics qui nous mentent, avec la complicité du gouvernement
on nous cache des vérités. Sur cette antenne, un film réalisé par Marie-Monique Robin, oui, concernant le poison, il a été hélas un petit peu masqué et submergé par le tsunami japonais. C'était une bombe médiatique, ce film, et le livre qu'elle a sorti est une bombe médiatique. Donc le public doit être informé, et nous, prescripteurs et informateurs, nous avons le devoir d'informer le peuple français que majoritairement on l'empoisonne, mais qu'il y a des solutions. Qu'il y a des solutions qui ne sont pas encouragées par les pouvoirs publics et par les médias. Alors, mais il y a des solutions. La diffusion du film de Marie-Monique Robin était sur Arte, mais nous sommes cousins, dirons-nous. Moi, je voudrais juste savoir, je fais un petit tour, en liaison avec la question de tout ce qu'on pourrait appeler les toxiques alimentaires. Est-ce que vous êtes inquiets les uns et les autres sur ce qui se trouve aujourd'hui dans nos assiettes? Je commence évidemment avec Jean-François Narbonne, dont c'est le métier puisqu'il est toxicologue. Est-ce que vous êtes inquiet, alarmé? Quel adjectif vous employez pour qualifier la situation? Non, je crois qu'il ne faut pas tout confondre. Hein. Il ne faut pas confondre la qualité nutritionnelle des aliments, qui est une chose qui a beaucoup périclité quand on a changé de type agricole au cours depuis les années 60 en fait. C'était industrialisation de l'agriculture, cette industrialisation de la transformation alimentaire qui, au niveau de la qualité nutritionnelle, a fait des dégâts très importants, et ça c'est tout à fait clair. D'autres types de risques qui sont les risques microbiologiques, qui étaient, je dirais, le risque majeur à l'époque, les toxi-infections alimentaires qui ont pratiquement disparu du fait de l'énorme augmentation de la qualité microbiologique des aliments et des techniques qu'on appelle HACCP, des contrôles, etc., des usines ultra propres qui se sont développées. J'enseigne dans une école d'ingénieurs, donc je connais très bien ces techniques. Et puis le côté chimie qui est arrivé après, parce que c'est des relations qui sont beaucoup plus difficiles. Donc pardonnez-moi, là, ce que vous nous dites, c'est de plus en plus propre au sens premier du terme, ouais, dans l'absolu, ouais, mais en revanche, il y a des soucis quant aux résidus chimiques et pesticides qui arrivent dans nos assiettes. On a eu un pic catastrophique des années 70, c'est-à-dire dans les 30 glorieuses, où on a eu des pollutions massives qui étaient à la fois dans l'alimentaire et dans l'environnement. Hein. C'est les 30 glorieuses. Aujourd'hui, depuis 80, on a drastiquement diminué toutes les contaminations chimiques des produits, d'un facteur 10, 100 et 1000 pour certains, et donc on est dans une situation bien meilleure aujourd'hui qu'on l'était il y a ne serait-ce que 10 ou 15 ans, ne serait-ce que sur les pesticides et sur d'autres produits. Si je vous fais remarquer qu'on n'en est pas mort, et que la société française a peut-être rarement, alors après vous avez le droit de me dire, oh ça c'est votre côté, c'était mieux avant, ou j'étais jeune, mais la société française a rarement aussi bien vécu que dans les années 60-70, avec des taux de chômage faibles, avec une classe moyenne qui se répandait sur toute la société, avec des ouvriers qui avaient des vies difficiles, mais qui pouvaient envisager un avenir pour leurs enfants, et qu'aujourd'hui on ne se sent pas beaucoup mieux. C'est ce que j'écris dans mon livre, c'est qu'on a sacrifié la santé des Français parce que les conséquences sanitaires... Sacrifié la santé des Français volontairement. Nous tous, on est tous responsables pour les raisons que vous indiquiez. Merci de le dire. C'est-à-dire pour les problèmes d'économie et de confort, etc. On a développé, et donc aujourd'hui on paye la facture, c'est-à-dire que les maladies qui ont explosé au cours entre les années 80 et les années 2000, le pic a été les années 2000 avec les cancers, l'obésité, etc. C'est la conséquence de ce qu'on appelle la génération sacrifiée, des gens qui ont été exposés à l'état fœtal entre 65 et 85 grosso modo, et cette explosion des maladies qu'on a vue aujourd'hui, y compris de l'incidence de certains cancers, est due à cette pollution massive qui était à la fois de l'environnement et des aliments que nous avons eu dans les années 70 et qui n'est plus du tout la situation d'aujourd'hui. Avant de vous redonner la parole, premier reportage, vous l'avez compris, c'est la question, pour ne pas dire l'angoisse du moment. Manger peut-il nuire gravement à notre santé? En tout cas, de nombreuses études, films et enquêtes d'investigation s'en inquiètent. En cause, les produits chimiques et autres pesticides. Le menu cantine des 5 fruits et légumes de nos enfants a été testé. 128 substances, dont 47 possiblement, je dis bien possiblement, cancérigènes. En cause, une agriculture qui pourtant nous a permis de nourrir quasiment toute l'Europe et la France après-guerre. Le ministre de l'Agriculture a d'ailleurs décidé de tester 4800 aliments courants pour en savoir plus. Reportage de Marie-Laurent, Grégory Roudier et David Lemarchand. Ce sont des tomates, des céréales, paprika, légumes à feuilles. Aucun fruit, légumes, ni aucune céréale n'y échappe plus désormais. Dans ce laboratoire, on traque les résidus de pesticides souvent très résistants. Laver les légumes ne suffit pas à les éliminer. On a des pesticides de contact. Ce sont des pesticides qui restent surtout sur la surface des fruits ou des légumes.
Et on a aussi un deuxième groupe, ce sont les pesticides systémiques. Et ce sont des pesticides qui vont pénétrer dans les denrées alimentaires, dans les fruits et les légumes. Parmi les fruits les plus contaminés, les raisins, poires, cerises, pommes ou même kiwis. Et côté légumes, tout ce qui comporte des feuilles, céleri en branches, laitue ou encore épinards. Mais les céréales aussi sont concernées, avec parfois quelques surprises lorsque l'aliment vient de loin. C'est le cas du riz par exemple. On a des pesticides qui sont autorisés en Inde ou en Latine-Amérique ou partout dans le monde, mais qui ne sont pas autorisés ici en Europe. Alors ça veut dire qu'il peut y avoir des difficultés avec la législation européenne qui est très stricte. Très stricte, et pourtant, on retrouve des substances interdites dans certains produits de consommation courante, comme ces haricots verts importés d'Afrique. Ils font partie de l'inquiétante étude menée par cette association il y a quelques mois, intitulée Menu toxique. Alors, on a composé des repas le plus équilibrés possible en suivant les préconisations officielles, le plan de nutrition santé. Voilà, 5 fruits et légumes par jour, un poisson, une viande. Donc ici, le petit déjeuner. 3 repas types et un encas prévus pour la journée d'un enfant d'une dizaine d'années. Les aliments choisis ici ne sont volontairement pas bio. Et les résultats d'analyse ont de quoi vous couper l'appétit. On a retrouvé dans le pain de mie des insecticides qui sont non pas utilisés pendant les cultures, mais qui sont rajoutés pour la conservation des grains en silo. Donc ça, c'est un peu une surprise. Et puis le saumon qui contient plus de 30 substances chimiques, des pesticides interdits comme du DDT, interdit depuis plus de 30 ans chez nous, des métaux lourds comme de l'arsenic, des dioxines, des furanes, et là une grande liste de PCB, au total plus de 30 résidus toxiques, dont de nombreux produits qui sont suspectés d'être cancérigènes ou perturbateurs endocriniens. On a eu un cocktail finalement dans ces repas d'une journée très important, je crois que c'était 128 substances chimiques et 47 cancérigènes possibles, et une bonne trentaine de produits qui ont la capacité de perturber le système hormonal, donc pas très bon pour les enfants et peut-être même encore plus inquiétant pour la femme enceinte, puisque c'est le fœtus qui est la première cible de ces perturbateurs endocriniens. Un risque sanitaire lié à l'aliment lui-même, mais pas seulement. La contamination peut également venir du contenant, surtout lorsqu'il est à base de bisphénol, désormais interdit dans la composition des biberons, mais toujours présent dans les canettes ou encore les boîtes de conserve, avec des effets inquiétants en cas d'exposition chez l'animal. Lorsqu'on expose des rats femelles au bisphénol à une dose qui est celle à laquelle on est exposé en tant que population humaine, c'est la même dose, eh bien on observe chez les fils, les petits-fils et les arrière-petits-fils une baisse de la qualité du sperme et une baisse de la fécondité. Source d'angoisse supplémentaire, les substances toxiques peuvent migrer lors d'une cuisson, au contact d'une bouilloire en plastique par exemple, ou lorsqu'on chauffe des barquettes au micro-ondes, en particulier lorsque les plats contiennent de l'huile, qui facilite les transferts. Selon les écologistes, il faut absolument revenir à des matériaux plus sains si l'on veut limiter l'épidémie de maladies chroniques constatées à travers le monde. Le cancer progresse, les atteintes de la reproduction progressent, le diabète, l'obésité progressent. Bon, tout ça vient d'un ensemble de causes, mais notamment cette imprégnation chimique, depuis une cinquantaine d'années, joue un rôle extrêmement important qui a été très très sous-estimé. Devant l'inquiétude des Français, le ministre de l'Agriculture vient tout juste de commander une étude supplémentaire sur les résidus chimiques présents dans 4800 aliments courants. Alors, Jean-François Narbonne bougonne depuis 5 minutes en voyant ce reportage. Je vous rappelle la une de nos confrères du Nouvel Observateur il y a un mois, DDT, arsenic, insecticides, attention à ce qu'il y a dans votre assiette, pesticides, bisphénol A, on se pose des questions sur les phtalates, sur l'aspartame, sur plein de choses. Est-ce qu'on se fait peur inutilement ou est-ce qu'il y a des raisons objectives de s'inquiéter? Parce que vous avez commencé votre première intervention dans l'émission en nous disant on est beaucoup moins contaminé qu'il y a 30 ans. C'est pas ce que viennent de nous dire ceux qui interviennent dans notre reportage. C'est un peu ce qu'a dit André Cicolella, où il a dit il y a 50 ans on était beaucoup plus contaminé qu'aujourd'hui. Alors je voudrais revenir sur cette étude quand même, parce que c'est un exemple parfait de manipulation de l'opinion publique, cet avis toxique à des affaires. Par qui et pourquoi? Non, parce que pour manipuler, il faut avoir des raisons. Parce que d'abord, il faut savoir qu'on n'attend pas la nouvelle étude du ministère de l'Agriculture. L'AFSA, et avant l'AFSA, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, publiait toutes les contaminations qu'il y avait dans les assiettes, avec les niveaux d'exposition des gens. Ça fait 30 ans que c'est publié et qu'on le suit régulièrement. Là, c'est une autre étude qui est commandée
attendez, mais on en a déjà tous les chiffres, si vous voulez, puisqu'on suit ça depuis des années. Bon, cette étude est très intéressante parce que ils ont dosé dans différents aliments, le lait, le saumon, etc., un certain nombre de contaminants. Et alors, ils ont communiqué sur quoi? Sur le nombre de molécules. Et elle est largement sous-estimée, parce que quand ils disent qu'il n'y a que 50 cancérigènes, il doit y en avoir 180 à peu près, au moins, et 300 molécules, puisque dans mon livre, c'est ce que je dis, dans le sang humain, on a à peu près 300 molécules toxiques, donc ils en ont oublié, en nombre de molécules, beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est les doses. Alors moi, j'ai regardé les niveaux de contamination, si vous voulez. Effectif, c'est-à-dire, combien il y a des nanogrammes, des milligrammes, c'est quoi? C'est les données les plus faibles qu'on ait jamais trouvées dans les aliments. C'est-à-dire, dans le lait, les données qu'ils ont, on est 10 fois en dessous des seuils. Et tout est comme ça. C'est-à-dire que, ne pouvant pas communiquer à la suite de leur étude sur les niveaux de contamination, parce qu'ils sont extrêmement faibles, ils ont communiqué sur le nombre de molécules. Parce que dire il y a 50 cancérigènes, ça fait de l'émoi dans le public, en disant on a dosé les valeurs les plus faibles qu'on ait jamais trouvées dans les aliments, c'est-à-dire depuis 50 ans, on a réduit d'un facteur 100 ou 1000 les taux de contamination. Ça c'est pas rentable électoralement. Donc c'est quand même assez incroyable la façon dont on manipule l'opinion publique. Un oui ou un non? Est-ce que les choses vont mieux? Est-ce que vous êtes moins inquiet? Je dirais, est-ce que vous êtes aujourd'hui faiblement inquiet pour nos enfants et nos petits-enfants à venir? Je suis beaucoup moins inquiet pour les enfants que ceux qu'on a déjà eu dans les années 70, qui eux payent la note avec l'augmentation des cancers. Tout ce qui vient d'être dit là est tout à fait vrai. Perico Légas, et j'en profite pour vous glisser parce qu'à mon avis elle va vous convenir à ma question SMS, mais bien entendu vous réagissez. Le lobby des multinationales de l'agroalimentaire est très puissant et s'occupe même des études sur la santé. Comment savoir la vérité? Donc vous nous direz après si vous êtes un toxicologue sous influence ou pas. Les nombres de scientifiques dont on apprend, après qu'ils aient démenti, après qu'ils nous aient rassurés, après qu'ils aient dit qu'ils sont à la solde, financés directement ou indirectement par l'agro-industrie, jettent le discrédit total sur tous les démentis. Je n'ai pas confiance totalement en l'AFSA, même dans les services publics, je n'ai pas confiance dans certains scientifiques qui nous rassurent. Il faut tout. Alors je ne sais plus à qui m'adresser. Vous savez bien, professeur, que ce n'est pas forcément le dosage de chaque molécule, c'est l'effet cocktail qui est dangereux. On ne connaît pas l'interaction d'une molécule avec les autres. Et oui, non, mais bien sûr, ça vous rassure. Ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus. D'accord, on a quand même une recrudescence des cancers et des maladies. Voilà, votre confrère, le professeur Sultan, à moins que ce soit un abruti ou un salaud, évidemment, vous êtes un type très bien, c'est pour ça. Lui, il dit exactement le contraire de ce que vous dites. Moi, je suis effrayé de vous entendre. Moi, je ne sais pas s'il n'y a pas des gens qui, à cause de vous, vont pas tomber malades, en disant, finalement, voilà, mais si le professeur Narbonne a dit que ça allait mieux, on n'a pas à s'inquiéter. On ne sait pas. Eh bien, moi, je suis plus modeste que ça. Je vous dis qu'on ne sait pas. Et je vous trouve très optimiste et très péremptoire face à la santé publique et aux dangers que les pesticides peuvent représenter dans l'organisme. La vérité, où est-ce qu'elle est? C'est qu'on a remplacé, c'est un phénomène sociologique et économique, on a remplacé les bras. Vous savez qu'il faut plus travailler aujourd'hui. On a remplacé les bras par de la molécule. Au début, c'est fait que c'était pour des raisons bactériologiques, il fallait assainir la nourriture. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'en remplaçant les bras par de la molécule, eh bien, l'agro-industrie devenait un organisme de profit et qu'on faisait du pognon avec. Voilà. Et cette molécule, à force d'en mettre, il faut en mettre un petit peu forcément. Les oppositions sont peut-être parfaitement conciliables, parce que vous êtes simplement en train de nous donner des photographies l'un et l'autre qui ne sont peut-être pas prises au même moment et avec les mêmes conclusions. Mais voilà. Je dis qu'on nous ment. Non, moi je dis qu'on nous ment. Je dis qu'on nous ment sur la dangerosité et je dis que les rapporteurs sont des menteurs. Bon, alors, c'est pas le même puisque débat. vous êtes... Alors, très bien. Et après, non, mais moi je dirais que je trouve que la position, elle est conciliable pour deux raisons. La première chose, c'est qu'il y a eu une course économique à l'abaissement des prix d'une façon générale. C'est ce qu'on voit dans le livre. Qu'est-ce qu'on a observé? C'est que les aliments les moins chers étaient ceux qui contenaient le plus d'ingrédients. Profiterole au chocolat, 25 ingrédients. Barre de céréales, 22 ingrédients. À partir de ce moment-là, effectivement, c'est difficile de lutter contre ce que vous appelez l'effet cocktail, auquel nous, on croit pas trop peu parce qu'on pense des doses. Mais les doses, c'est quand même important. Les gens finissent par stigmatiser l'ensemble des aliments. Je rappelle que la littérature médicale, sans parler des études parce que c'est toujours trop vague, montre que jusqu'à 500 grammes de viande rouge par semaine, il n'y a pas de gros problème. Que jusqu'à 800 grammes de fruits et légumes, certes, il y a des pesticides. Mais 500 grammes, ça fait déjà 5 steaks hachés. Hein. Oui, mais c'est beaucoup. Donc, c'est beaucoup, ça dépend des mangeurs. Hein. Pour Perico, c'est un steak. Et si c'est du charal, mettons les pieds dans le plat. La deuxième chose, c'est que quand vous
regardez, par exemple, vous continuez, vous faites l'investigation, vous dites l'intoxication au mercure, elle n'atteindra que des gens qui prennent plus de 230 grammes de poisson par jour, que en dessous de 800 grammes de consommation de légumes et de fruits par jour, c'est vrai que les traces de pesticides seront quasiment introuvables dans le sang, et que si vous les lavez, les cuisez, les pelez, vous éliminez plus de 95% de toute trace de résidus, et qu'à côté de ça, vous avez une version naturaliste des choses, là je vais te faire plaisir, qui fait qu'il y a des fous qui s'imaginent que les huiles de graines non raffinées sont parfaitement saines pour la santé, alors que ce sont celles qui contiennent le plus de mycotoxines, tandis que Perico va leur expliquer que l'huile de pression à froid d'olive, c'est ce qu'il y a de mieux, etc., etc. Donc on vit dans des croyances et dans des rumeurs, desquelles on sait qu'il y a une progression permanente de la qualité sanitaire, et l'abaissement du prix de la nourriture provoque effectivement une augmentation du risque qui est à peu près maîtrisée, ce qui n'empêchera pas que l'accident restera toujours l'accident. Mais quand j'entends Madame Robin me dire la tartrazine, en me disant alors que la tartrazine est un colorant jaune et qu'on en connaît les effets néfastes et non néfastes, je peux pas m'empêcher de dire que ça reste quand même un effet de dose, comme le tabac, l'alcool et beaucoup d'autres Je choses. rappelle qu'il ne s'agit pas de Muriel Robin, mais bien de Marie-Monique. C'est pas grave, c'est la même chose, elle est comique. Non, mais je crois bien de votre point de vue. Juste une chose, est-ce qu'à l'AFSAPS et à l'agence, pardonnez-moi, de française de sécurité sanitaire des aliments, on vit de façon indépendante, on fait ses études sans être financé par l'agroalimentaire? Est-ce que vous pouvez me dire, moi j'ai toujours travaillé dans des conditions de transparence absolue? Écoutez, c'est exactement le cas, parce que moi je suis rentré au Conseil supérieur d'hygiène publique de France en 88. Il faut savoir que c'est Michel Rocard. Jusqu'en 88, les comités d'experts avaient les industriels. C'est-à-dire c'est des industriels qui d'ailleurs la plupart du temps étaient des sociétés d'État, comme les pesticides c'était Ron Poulin, qu'ensuite il y avait les DF, etc. L'amiante c'était les fabricants. C'est-à-dire que jusqu'en 88 en France, les gens qui faisaient la loi et qui faisaient les évaluations, c'était les industriels. Le premier qui a mis fin à ça, c'est Michel Rocard en 88, qui a viré tous les industriels du Conseil d'hygiène et qui a fait rentrer les chercheurs des universités, de l'INRA, de l'INSERM, c'est l'agent indépendant, dans les comités. C'est comme ça que je suis rentré, moi, en 88, tout d'un coup, je suis passé à l'évaluation des risques, ce que je ne connaissais absolument pas, parce que personne ne l'enseigne, voilà. Et ensuite, en 99, sous la pression des députés écologistes comme Andreas Keri, on a fait des agences indépendantes. Alors attendez, ça c'est très intéressant. Je peux vous poser une question juste. Est-ce que vous avez été approché par des groupes alimentaires qui auraient voulu vous accompagner dans vos travaux? Alors, attendez, moi je suis dans une école d'ingénieurs, j'ai mes étudiants qui sont en stage dans l'industrie agroalimentaire, donc je sais ce qui se passe, et en général quand on met un stagiaire, c'est sur les problèmes, parce que, et donc je connais à peu près tout ce qui se passe dans l'industrie agroalimentaire. Le problème, il n'est pas là, il est pas, nous on n'est pas financé, on n'est absolument pas financé, d'ailleurs je vois pas comment, par les industriels, ni nos recherches, ni notre salaire qui est assuré par l'université pour moi, ou le CNRS pour d'autres. Dernière question, pensez-vous que le lobby de l'industrie agroalimentaire, qui est puissant dans notre pays et qui est une industrie par ailleurs respectable, qui génère de l'argent, des emplois et qui nous a fait manger, je pense que c'est quand même toujours important, alors après on peut dire mal, trop, tout ce qu'on veut, mais voilà, qui a eu une activité importante dans le développement de ce pays, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont aujourd'hui en situation d'influencer l'opinion quant aux informations qu'on pourrait avoir ou ne pas avoir sur la qualité de notre alimentation et éventuellement sa dangerosité? Réponse Alors, courte. d'une part... Question longue, réponse courte. En 99, la loi nous a fait obligation de mettre sur Internet tout ce que l'on sait. Donc il suffit d'aller voir les rapports de l'AFSA, puisque c'était l'AFSA et l'ANSES maintenant, pour avoir tous les chiffres de contamination, la dangerosité, tout ça. C'est écrit, il y a les dossiers. On les comprend. Attendez, ça c'est Ma fille de 11 ans, elle peut... Et ce qui est très important, c'est quand on a fait les agences, on a séparé l'évaluation des risques, qui est devenue donc indépendante, de la gestion des risques. C'est-à-dire que le lobby, aussi bien d'ailleurs sur les pesticides qu'ailleurs, il se passe au niveau politique dans les ministères. Voilà. Puisque nous, maintenant, si vous voulez, les autorisations ne sont pas délivrées par l'AFSA. On ne fait que l'évaluation des risques. D'ailleurs, la preuve, c'est que les députés ont pris soin d'interdire les biberons au bisphénol A, alors qu'on a répété, on le répète encore, qu'il n'y a aucun problème avec les biberons au bisphénol A. Il y a un problème avec les bisphénol A, mais c'est 4% de l'exposition des enfants par les biberons, alors que c'est 40% dans le lait et 25% dans les petits pots. Donc s'il y a un problème avec le bisphénol A chez les enfants, pourquoi on va chercher les 4% du biberon? Parce que ça c'est rentable médiatiquement. Je vous pose la question. Parce que c'est rentable médiatiquement et qu'on peut trouver une alternative. Donc si vous avez la réponse à votre question. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a classé en 2007, l'agence sanitaire a classé 50 molécules prioritaires à sortir de notre alimentation, mais pas du jour au lendemain, parce que si vous voulez, alors les prioritaires c'est les phtalates, c'est ceux qu'on a de très très loin le plus dans le sang, et dans notre liquide amniotique, le premier contaminant c'est les phtalates. Donc on les a classés en premier. Donc le phtalate, vous dites c'est pas bidon, faut s'en inquiéter. Absolument, mais on l'a classé en priorité et ils vont être substitués, c'est-à-dire qu'on doit les éliminer d'ici 2015. Vous pouvez expliquer en 3 mots ce dont il s'agit? Les phtalates, c'est des composés qui assouplissent le plastique, qui sont dans les crèmes cosmétiques, qui sont dans les peintures glycérophthaliques qu'on trouve vraiment dans nos bouteilles d'eau. Mais qui n'y est plus. Oui, qui n'y est plus, j'ai bien
dit qu'il y était notamment dans le bouteille d'eau. Exactement. Absolument. Donc ces phtalates, et c'est des puissants perturbateurs endocriniens aussi importants que le bisphénol A, mais 100 fois plus présents dans le corps et dans le liquide amniotique. Donc on les a mis en priorité, mais on doit les éliminer d'ici 2015. Pourquoi? Parce qu'il faut les remplacer par des produits qu'il faut connaître. Si on les remplace par des produits plus toxiques, on n'aura rien gagné. Simplement, nous sommes tous des gros bébés phtalates, là. Voilà. Très bien, c'est juste ce que je voulais savoir. Bah pardon, parce que comme on est en forme, c'est plutôt... Il y a une... Ça fait tomber la tension. Il y a une Eric Olégas. réglementation européenne, souvent appliquée en France, qui consiste à créer des dérogations pour l'utilisation des pesticides. Alors, il ne faut pas dire pesticides. Il faut dire produits phytosanitaires de protection des plantes. Mon cher Yves Calvi, j'ai envie de m'en faire une infusion. Tellement ça me rassure. Parlons On n'a des plus le droit de... pesticides, c'est Non, non, il ne faut pas dire ça. Laissez-le Produits terminer. phytosanitaires de protection des plantes, professeur. C'est pas du tout dangereux. Ça, c'est la lame de bois. Voilà. Alors, il y en a qui sont totalement interdits, qui ont été reconnus comme toxiques et interdits par la réglementation européenne. Mais alors, il y a des cas de force majeure, climatiques ou agricoles, qui fait que de temps en temps, on a des dérogations et qu'on a le droit de les utiliser pour ne pas perdre la récolte. Depuis 2007, le taux d'augmentation de ces dérogations a été de 500% en France. 500% d'augmentation des cas de dérogation aux pesticides interdits. Voilà. Personne n'en a parlé. Personne ne l'a évoqué. Il y a aujourd'hui dans l'agriculture française, et quand on fait des prélèvements, des produits interdits. On a le droit de frauder, on a le droit de fumer dans les endroits où c'est interdit de fumer. Perico, le problème... Attendez, non, mais l'AFSA est un organisme indépendant. Le parquet, mais le parquet aussi est un organisme indépendant. Le procureur de la République, on sait bien qu'il obéit pas au gouvernement. L'AFSA est un organisme gouvernemental. Le problème, c'est de savoir... Mais on sait bien que l'AFSA n'obéit à personne, elle est totalement indépendante. Le problème, c'est quand même de savoir si ces produits ont... vous donnerez un coup de sabot. Si ces produits, Perico, si ces produits ont un potentiel de danger ou non pour l'utilisateur. Or, pour le consommateur, autant pour les agriculteurs, j'approuve ce combat parce qu'ils ont été terriblement exposés, autant pour le consommateur, quand c'est correctement étudié et utilisé, on ne peut pas dire que le consommateur soit en menace. Et ce que je reproche, tu tiens un discours honnête parce que tu es un homme honnête, mais ce que je reproche à certains, c'est d'agiter des peurs, puis de se retirer derrière le paravent en ayant juste créé une crainte chez les gens. C'est ce qu'on a observé, nous. Je dirais que ce qui est présent, à mon avis, dans la société française, c'est de se dire qu'on espère simplement que nos autorités sanitaires sont plus compétentes dans le domaine de l'alimentation qu'elles ne l'ont été, qu'elles ne l'ont été pour mettre sur le marché les médicaments. Mais ne soyez pas naïfs, s'il vous plaît. Ne soyez pas naïfs. Il est clair que tout le monde essaye d'exercer son pouvoir d'influence sur tout le monde. Et il est clair que les experts comme Jean-François sont très dragués par l'industrie, qu'un type comme moi qui a la parole est très dragué par l'industrie et que notre grande vertu c'est d'essayer de résister à ces pressions-là. Mais il est clair que si ces gens pouvaient nous faire dire ce qu'ils ont envie qu'on dise, on dirait que des bonnes choses sur la nourriture. Et quand on écrit ces livres, Yves, avec Patrick Serog, on sait très bien qu'on a notre lot d'agression derrière. Tu parlais tout à l'heure de viande, tout à l'heure, vous parliez d'influence. Bien sûr qu'on influence le consommateur par la publicité. Quand je vois qu'un morceau de viande sous emballage, qui est issu de viande bovine, qui s'appelle Grand Cru, est vendu beaucoup plus cher qu'une viande normale, simplement parce qu'il s'est affiché en publicité, alors que l'autre viande hachée, qui est faite à base de plat de côte, n'a pas la même valeur qu'un beefsteak haché, et qu'il y en a un troisième. Mais c'est la loterie, l'alimentation en France. Si on n'est pas informé, on s'en sort pas. Mais c'est pas forcément toxique. Et que nous dit le bon docteur Salman? Moi, je vous écoute et finalement, l'objectif, c'est de vivre longtemps en bonne santé. Oui, on est d'accord. Absolument, oui. Il y a un grand risque, vous savez, c'est le stress. Quand les gens stressent, ils raccourcissent. Vous savez ce qu'on a au bout de nos chromosomes, c'est des télomères, c'est des petits manchons. Plus ils sont courts, plus on développe des maladies cardiovasculaires, des cancers ou de l'Alzheimer. Et à entendre toutes ces nouvelles effrayantes, il y a de quoi stresser. Moi, je vois des patients tous les matins à l'hôpital qui me disent, mais qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'il y a des solutions? Je prends l'exemple d'une pomme. Les pommes, c'est bourré de pesticides. Ou alors, on prend des pommes bio. Vous mettez dans les pommes bio, vous avez des petites taches marron, c'est de la patuline, c'est cancérigène. On mange quoi concrètement? Alors, par rapport à ces inquiétudes, je dirais d'abord... si vous allez nous dire, dans la pomme, ce qui est bon, c'est le trognon. C'est très simple. Éplucher la pomme, on se débarrasse de 90% des pesticides. Voilà. Et si c'est une pomme bio, enlevez ce qui est le marron, vous enlevez la patuline. En fait, avec un couteau, simplement parce qu'on enlève ce qui est brûlé autour d'une pizza, on enlève une partie très cancérigène. Il faut des gestes pratiques, simples, qui vont baisser le risque. Donc il y a plein de petits gestes à connaître, tout simplement parce qu'on vit avec. Moi, ce qui me gêne, c'est de donner une énorme charge de peur, et tout de suite, concrètement, pour la personne qui fait son marché le lendemain, il n'y a pas de solution. On parlait des États-Unis, juste un petit mot tout à l'heure. Il y a aussi des bonnes nouvelles. En France, on fait moitié moins d'infarctus du myocarde que les Américains. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que d'abord, on a un petit verre de rouge à chaque repas, mais aussi, on prend 2 carrés de chocolat noir. Parce que les Français sont les plus gros consommateurs mondiaux de chocolat noir, 6 fois plus que les autres.
Et les phénols du chocolat noir plus le vin rouge, c'est un cocktail formidable, moitié moins d'infarctus, que finalement, on peut vivre plus vieux en bonne santé avec des moyens très simples, les moyens du bord. Alors, je vais faire, après cette respiration... Compléterai sur le chocolat parce que ça intéresse tout le monde. Si on dit que le chocolat noir est meilleur que le chocolat au lait, c'est parce que le lait semblerait diminuer l'influence des flavonoïdes qu'on trouve dans le chocolat. C'est pour ça, voilà. Ils sont les premiers touchés. Nos agriculteurs sont évidemment eux aussi les victimes d'un système qu'ils ont mis en place avec 80 000 tonnes, je dis bien 80 000 tonnes de pesticides par an. La France est le premier consommateur de produits phytosanitaires en Europe. Je rappelle que le terme de produit phytosanitaire signifie en fait produits chimiques. Leucémie, cancer touchant divers organes. Les exploitants agricoles voient les maladies exploser et leurs mutuelles ne sont pas loin d'imposer le scaphandre pour les arrosages. Laurent Hirsch, Stéphane Morel. À quelques kilomètres de Royan, Caroline Chenet dirige une petite exploitation agricole. Comme chaque année à la même époque, elle a reçu la semaine dernière sa commande de pesticides. C'est un produit que je vais mettre cette année dans mes vignes. Ça, c'est un fongicide. Ce qui sert à traiter les champignons de la vigne. Ça, c'est un désherbant. Voilà. Le produit le plus dangereux qu'on fabrique en France. Ça tue tout. Ça tue aussi les hommes. Elle a le sourire amer. Et il y a de quoi. Le 15 janvier dernier, son mari, Yannick, avait 45 ans. Pour les médecins de la sécurité sociale agricole, le coupable, c'est le benzène, présent dans les pesticides. Aujourd'hui, cette mère de 2 enfants se retrouve seule pour gérer les 60 hectares de céréales, 6 hectares de vignes et 150 vaches à viande de l'exploitation familiale. Loin d'être résignée, elle veut poursuivre les fabricants en justice. C'est un calvaire de tous les jours. Et c'est pour ça que je continue la lutte. Je veux pas que mon mari soit mort pour rien. Je n'imagine pas qu'il soit mort juste comme ça, pour rien, au nom de l'argent de ces grosses firmes, je peux pas. Les pesticides, autrement appelés produits phytosanitaires, sont-ils mortels? Ils sont de plus en plus nombreux à poser la question. À l'image du docteur Pierre Lebailly. Cet épidémiologiste a constaté que les agriculteurs développent moins de cancers que la population française dans son ensemble. Jusqu'à moins 35% pour le cancer du poumon. Une bonne nouvelle pour le monde rural, sauf que c'est loin d'être le cas pour tous les types de cancers. Il y a d'autres cancers, comme les cancers du système sanguin, comme les lymphomes, ou encore un cancer qui est le seul cancer fréquent qu'on retrouve en excès chez les agriculteurs, c'est le cancer de la prostate, où on a à peu près un excès de 7 à 8%, ce qui est un petit excès du point de vue épidémiologique, mais les études qui s'intéressent aux agriculteurs applicateurs de pesticides, on passe de 7-8% à plus 24%. Inquiétant. Du coup, la MSA, l'organisme de protection sociale des agriculteurs, fait dans la pédagogie. Kits, plaquettes et autres affichettes. Aujourd'hui, l'institution veut mettre en avant les bonnes pratiques. Alors le premier message qu'on souhaite leur faire passer, c'est de lire et de comprendre l'étiquette, hein, c'est le plus important. Donc de choisir en fait le bon produit phytosanitaire à utiliser en fonction de leur cible. Derrière, on leur demande d'utiliser du bon matériel. Des conseils parfois éloignés des réalités, en particulier avec cette tenue. Vous avez déjà essayé, vous? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez tenu toute une journée avec ça? Alors j'ai pas essayé sur une journée, hein. J'avoue que j'ai pas essayé la journée entière, mais vous ne travaillez pas toute la journée en épandage de produits phytosanitaires? Ce n'est pas l'avis de tout le monde. Avec ses 20 hectares de vignes, Frédéric Ferrand produit du cognac. À 40 ans tout juste, il a un cancer de la vessie, avec des métastases un peu partout dans l'abdomen. Bah moi, malheureusement, je travaille plus que 2 à 3 heures par jour. Je peux pas faire plus. Bah aujourd'hui, j'ai eu une séance de radiothérapie à 8 heures ce matin. Après, je me suis reposé un peu dans la matinée. Et puis cet après-midi, je suis venu aider ma femme à attacher. Des années à travailler sans se protéger, sans se méfier, sans savoir. Aujourd'hui, on en sait de plus en plus et on s'inquiète, y compris pour les autres. On a entendu beaucoup aussi dire le monde des utilisateurs en général, alors qu'ils soient agriculteurs ou autres, hein, ou qui travaillent
dans ces lieux-là. Ils se protègent pas, mais c'est pas suffisant parce que le fait d'avoir épandu ces produits dans la nature, on touche aussi tous ceux qui sont riverains des vignes. La meilleure preuve, c'est ce ruisseau. Il y a quelques années, des analyses ont montré que ces eaux étaient gravement contaminées par les pesticides. Alors, presque tout le monde autour de cette table a dit ça c'est plus grave. Et j'ai cette question qui est posée. La nocivité des pesticides, des herbicides et des fongicides est-elle encore à prouver? Qu'est-ce que vous répondez à ça, Jean-François Narbonne? Mais par définition, c'est des produits toxiques par définition. Sinon, d'ailleurs, il y a des étiquettes dessus qui indiquent qu'ils sont toxiques pour la reproduction, chez la femme enceinte, qui sont cancérigènes, R60, on a toutes les phrases de risque, ça fait 30 ans qu'ils y sont. Le problème, c'est que les conditions d'utilisation qui ont été faites. Et si vous voulez, on a eu 30 ans d'omerta sur les dégâts des industriels comme on a eu des agriculteurs comme on a eu pour l'amiante. C'est-à-dire là, c'est pas un problème, je dirais, de contamination de l'alimentation, c'est un problème d'exposition des professionnels qui ont été, des maladies professionnelles avec une omerta comme on a aujourd'hui avec le bitume, les cancers des gens qui font le bitume, etc. On a dans le milieu du travail, si vous voulez, des maladies qui n'ont jamais été reconnues maladies professionnelles. Et je suis bien placé parce que j'étais un des experts qui s'est battu aux côtés de Paul François pour faire reconnaître sa maladie professionnelle. Donc, si vous voulez, ça a été un scandale français. Contre Monsanto, oui. Donc, si vous voulez, c'est un vrai scandale, et en particulier les composés, en particulier les solvants, les chlorobenzènes, etc., qui sont extrêmement toxiques, qui ont exposé des agriculteurs. Et il n'y a qu'aujourd'hui, depuis 2000, qu'on a commencé vraiment avec les chercheurs qui ont été là, Isabelle Baldi, Charles Sultan et d'autres, qui ont mis en évidence les dégâts sur les agriculteurs. Moi, j'ai même un ami qui est parkinsonien, qui est viticulteur, et donc, si vous voulez, on va payer le même prix que l'amiante, parce qu'aujourd'hui, on a 2000 morts par an de l'amiante, mais qui ne sont pas l'exposition d'aujourd'hui, qui sont l'exposition d'hier. Et ce que je voudrais dire, ce qu'a dit Perico-Légas, c'était très intéressant, qu'il y a 500 dérogations par an. Pourquoi? Parce qu'on a interdit pratiquement toutes les molécules. Aujourd'hui, il y avait 1000 molécules qui étaient autorisées à la substance active, il n'y en a plus que 250. C'est-à-dire que dans certains cas, les agriculteurs n'ont plus de molécules actives pour traiter, ils vont perdre la récolte. Alors moi, je suis pas du tout pour l'utilisation des pesticides, je fais le bio et l'agriculture de proximité. Mais je veux dire, dans l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui, productiviste et qu'on subventionne encore, si vous n'utilisez pas des pesticides, vous perdez donc on donne une dérogation pour utiliser l'ancienne molécule pour sauver la récolte, et c'est pour ça, ce qui évite aux agriculteurs d'aller chercher des molécules inconnues, parce qu'aujourd'hui, on voit comme il n'y a plus de molécules autorisées, ils vont chercher des molécules, ils détournent des molécules pour d'autres usages, pour sauver la récolte. Donc on préfère le ministère, puisque l'AFSA, encore une fois... J'entends bien, mon seul problème, c'est de savoir si je le sais au moment où j'achète mon kilo de raisin. Alors, normalement, en France, c'est pour ça qu'il faut distinguer le risque entre l'agriculteur et le consommateur. Pour le consommateur, 95% des produits mis sur le marché en France sont en dessous des valeurs autorisées, donc en dessous des LMR. Il y a grosso modo en moyenne... Pardonnez-moi, quand on dit 95%, c'est qui fait les tests, comment et est-ce qu'on est sûr? C'est analysé par tout le monde, la répression des fraudes. La répression des fraudes fait des milliers d'analyses tous les ans, et d'ailleurs les données qu'on a à l'AFSA, les services vétérinaires, etc. La CCRF, elle n'est pas derrière chaque étal de... Non, mais alors, il y a deux... Alors, pour vous donner, rentrer dans les détails, il y a deux types de contrôles qui se font. Il y a ce qu'on appelle les plans de contrôle et les plans de surveillance. C'est-à-dire qu'on prend, je dirais, au hasard des produits, des fruits, des légumes, et l'on va faire une photographie à partir d'échantillons, si vous voulez, pris sur le marché pour savoir à peu près quel est le niveau de contamination. Et on a les plans de surveillance, de contrôle. C'est-à-dire que quand on a, par exemple, des produits qui viennent d'Espagne dont on suppose qu'ils vont être non conformes à la réglementation française, on va chercher les produits, si vous voulez, frauduleux dont on présuppose qu'ils sont frauduleux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on impose effectivement des règles draconiennes à nos agriculteurs aujourd'hui, mais qu'on importe 80% des fruits et légumes qui sont consommés en France. Et c'est ça le problème, et qu'on a vu dans les problèmes de qualité, aussi bien de sécurité alimentaire que de nutrition, c'est cette course suicidaire de notre société, ce qu'on appelle le low cost. Et pour moi, c'est la course au low cost, ça veut dire l'holocauste, c'est l'holocauste de notre société, de notre structure, de notre planète. Ce qui est dramatique, c'est que l'on fait la pub, et il y a eu une mission d'enquête parlementaire pour laquelle j'ai été autorisé. J'ai dit, mais interdisez la publicité sur les prix alimentaire. On est interdit de faire la publicité pour les produits pharmaceutiques en disant venez chez moi, le Viagra c'est moins cher que chez le voisin, parce qu'on considère que le médicament est un produit de santé, qui est d'ailleurs aujourd'hui un des principaux aussi expositions aux produits chimiques. La France est le pays le plus drogué, le plus consommateur de médicaments. Et il faut savoir que les résidus de médicaments aujourd'hui sont supérieurs aux résidus de pesticides dans nos rivières. Donc voilà. Et donc à ce moment-là, arrêtons cette course suicidaire. Sur les additifs, juste j'ai repéré une Merci crème. d'avoir débranché Jean-François Narbonne. Non,
j'ai repéré une crème glacée à low cost, dans un hard discount, qui contient, je n'ai rien contre les additifs, je sais que chacun d'entre eux est contrôlé. Il n'y a pas moins de 17 additifs dans ce produit. Il y a épaississant, stabilisant, il y a un agent moussant, je pense que c'est pour faire mousser, c'est peut-être du savon, il y a des colorants, il y a des arômes dits naturels, mais qui sont en fait dits naturels, mais qui ne le sont pas. Il y a 17 ingrédients. C'est-à-dire qu'on a fabriqué un produit qui ressemble à de la glace. C'est moins cher que de prendre du lait. Parce que c'est beaucoup moins cher de prendre de la poudre de lait, de la graisse végétale qu'on a stockée différemment, d'y ajouter des gouttes d'ingrédients, d'arômes, etc., de le packager avec un paquet pas cher pour faire une crème pas chère. Et les gens disent merci de nous avoir vendu de la crème en bac à 0,80 € le kilo. C'est-à-dire que ces salauds de la marque qui le vendent 2,40 € se bouffent notre laine sur le dos alors qu'ils ont mis du lait, du beurre, des œufs, du sucre. Voilà. Pierrico Légas. Les tests sur les pesticides en général sont faits en laboratoire par des gens compétents. La souris reste encore en général, on les teste sur les animaux, un pesticide. Non, on fait des analyses. C'est-à-dire que si la bestiole ne meurt pas au bout d'un certain temps, on sait très bien que ce sont des molécules qui peuvent avoir plusieurs mois, plusieurs années d'activité avant d'être nocives. Et si tout simplement on demandait pour ces produits-là la même rigueur et la même réglementation que pour les médicaments. C'est exactement la même chose. Non, c'est décrété beaucoup plus tôt. On décrète beaucoup plus tôt pour un pesticide s'il est nocif ou pas que la précaution qu'on prend pour un médicament. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Non, ce qu'il a manqué pendant longtemps, c'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance, c'est-à-dire qu'un médicament comme étant, comme les pesticides d'ailleurs, toxiques par destination, c'est-à-dire destiné à avoir un effet chez l'homme. Et il y a l'effet thérapeutique et l'effet toxique. Donc ça veut dire qu'il y avait de la pharmacovigilance normalement qui aurait dû alerter quand il y a des effets secondaires, parce qu'effectivement, à partir de tests de souris ou des tests sur le rat prédictifs, on ne peut pas prévoir tout ce qui va se passer, surtout pour le médicament qui s'adresse à des malades, de la même façon que quand on met un produit à l'environnement. Frédéric Salman, juste un petit mot. On parlait de cancer, vous parliez de cancer à l'instant et des risques. Effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de cancers qui jouent par rapport aux toxiques. Mais quand les sujets sont en surcharge pondérale, quand ils sont plus gros, ils développent plus de cancers. Ils sont plus gros, ils mangent plus et ils vont consommer plus de ces pesticides. Donc il y a une façon aussi de diminuer les risques, parce que moi, le grand souci que j'ai, c'est qu'est-ce qu'on fait tout de suite par rapport à tout ça. Si on réduit la surcharge pondérale, on sait que quand on baisse de 30% les apports caloriques, eh ben on peut gagner jusqu'à 20% de vie en bonne santé. Tout simplement, la baisse des apports alimentaires va faire que, bien évidemment, le cœur va aller mieux, etc. Mais aussi, on va absorber moins de ces toxiques. C'est pour ça que quand les gens font des régimes un petit peu yo-yo, ils larguent dans le flux sanguin un certain nombre de produits toxiques qui sont au niveau des graisses, et ça revient ensuite s'ils remontent. C'est pour ça qu'il faut que la perte de poids soit durable, plutôt que de faire du yo-yo tout le temps. Et je pense que... Vous nous dites que les enjeux pour notre santé, vous qui publiez quand même un livre qui n'est quasiment fait que de bonnes nouvelles, quand on appelle ça les boucliers anti-âge, voilà, la vie et le temps, mais très bien. Est-ce que vous nous dites que les enjeux sont peut-être pas ceux qu'on croit, et que on est à se battre, à se faire peur ou à se générer de l'angoisse sur des choses qui existent et qu'il faut combattre? Personne n'a envie de crever sous des tonnes de produits chimiques et de pesticides, même s'ils ont rendu des services, mais qu'on devrait s'interroger sur d'autres choses. Je vous ai bien compris? Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y a des peurs. Il y en a, de toute façon, il y en a quand on marche dans la rue parce qu'il y a plein de pots d'échappement. Mais qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Par rapport à l'alimentation, ce que j'ai voulu expliquer, c'est qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite par rapport à ces risques qui existent. Effectivement, ils sont là. Effectivement, de moins prendre d'apport calorique, de diversifier, parce que si vous mangez tous les jours la même chose, ben vous risquez de bioaccumuler certains produits toxiques plus que si vous changez tout le temps. Donc il est évident que au niveau alimentaire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des aliments aussi qui ont des effets protecteurs dont il ne faut pas se priver. Voilà. Donc, et peut-être pour rejoindre l'histoire des prix, si on dit par exemple, tiens, les tomates c'est bien parce que ça contient du lycopène, c'est bien dans la prévention du cancer de la prostate. Ben il faut des kilos de tomates. Et si on veut un tout petit peu de concentré de tomates, c'est moins cher et tout aussi efficace, même plus que ces kilos de tomates. Il est évident que quand il y a des aliments, alors il y a aussi des aliments qu'on met en avant comme l'ail, je l'ai entendu souvent, manger de l'ail. Alors j'ai fait plaisir à ma grande tante qui est convaincue. Oui, alors j'ai fait un petit calcul rapide pour que ça marche sur la prévention des cancers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut consommer l'équivalent d'une gousse d'ail crue entière tous les jours. Alors peut-être que ça marche, mais on est terriblement seul après. C'est le grand problème. Ne dites pas ça à ma tante Hélène, qui aime bien mettre un petit peu d'ail dans sa nourriture, elle dit que c'est bon pour le sang. Alors il y a des aliments, on parle du curcuma, etc., mais
mais il faut en mettre des telles quantités que c'est immangeable. Donc je crois qu'il faut, avec des petits moyens très simples, compléter son alimentation pour vivre plus longtemps en bonne santé. Et c'est d'autant plus important qu'il y a des liens très directs sur, par exemple, si je prends par exemple l'âge de la ménopause, qui est un point important. Ah oui, ça c'est un des trucs incroyables de votre livre. Bon, qu'est-ce qu'on a repéré? C'est que l'ovaire... Faites-moi repousser ma ménopause de 7 ans, s'il vous plaît. Oui, alors effectivement, les dernières découvertes montrent qu'on peut la repousser jusqu'à 7 ans plus tard. Alors comment ça marche? C'est très simple, c'est que l'ovaire a des petits vaisseaux extrêmement fins, très fragiles, comme ceux de l'œil par exemple, très sensibles à la pression artérielle, le cholestérol et toutes ces choses que j'ai expliquées dans le bouquin. Mais si on baisse par exemple le cholestérol, la pression artérielle, ces vaisseaux vont être mieux protégés et le précieux stock d'ovocytes qui est 2 millions à la naissance et il n'y en a plus à la ménopause va être mieux conservé. Donc on va décaler cette ménopause et c'est important parce que si on a un bébé après 40 ans, on triple ses chances d'être centenaire. Excusez-moi, mais alors donc la méthode pour reporter de 7 ans la ménopause, c'est quoi? Il y a beaucoup de choses. D'abord, mieux maîtriser par exemple le taux de cholestérol, parce qu'il y a un lien très direct entre le taux de cholestérol et l'âge de la ménopause, la pression artérielle à la fois systolique et diastolique. Donc il y a des éléments sur lesquels on peut jouer, et c'est d'autant plus amusant que... C'est vrai aussi pour l'andropause? Alors l'andropause, c'est une autre histoire. Vous savez, avant, effectivement, l'andropause arrivait, et on voyait des hommes petit à petit qui avaient de moins en moins d'érections, ça marchait plus très bien. Et puis en même temps, il y avait une fonte de la masse. J'ai demandé ça, moi. Fonte de la masse. Non, mais on va y aller. Fonte de la masse musculaire. La peau qui devenait de plus en plus fine, pâle, ça n'allait pas. Aujourd'hui, grâce à des progrès médicaux inimaginables, on a, en travaillant sur les artères, en travaillant sur le taux de testostérone et différents médicaments, on peut régler un homme de 80 ans comme une Formule 1. C'est formidable. Et pourquoi c'est important dans la longévité? Pourquoi c'est important? Tout simplement parce qu'on s'est aperçu que quand il y a 3 éjaculations par semaine, soit 12 par mois, on augmente de 10 ans l'espérance de vie et on diminue de moitié les risques cardiovasculaires. Et quand on passe à 21 éjaculations par mois, on diminue d'un tiers les risques de cancer de la prostate, peut-être provoqués par certains pesticides. Donc on peut lutter efficacement et de façon agréable contre les pesticides. Vous voyez qu'il y a beaucoup de moyens devant nous. Voilà, vous voyez, on va enfin trouver un moyen de lutter contre les pesticides. Dernier reportage de l'émission. Alors que faire concernant ces problèmes touchant nos assiettes? Eh bien, entre autres solutions de plus en plus abordées, et c'est entre autres le cas dans votre enquête de cette semaine, Perico Légas, connaître son agriculteur et lui acheter ses produits dans un rayon de 50 à 100 km. Les circuits courts sont à la mode et permettent d'ailleurs d'éviter ce chiffre absolument incroyable. En moyenne, nos aliments parcourent 1500 km, je dis bien 1500 km en moyenne, avant d'arriver sur nos lieux de vente. Le circuit court a beaucoup d'avantages, on connaît le producteur, on respecte les saisons et les coûts eux aussi baissent faute d'intermédiaires. Reportage de Marc-Antoine de Porrette, Joël Lefebvre et Dominique Lemarchand. Sur cette exploitation, 400 vaches sont élevées pour terminer dans les assiettes des amateurs de bœuf. Nourries au maïs et aux céréales, pas d'OGM pour ces vaches. Jean-Louis Moreau est naisseur-engraisseur, mais sa manière de travailler est particulière. Pour écouler la viande qu'il produit, il utilise le circuit court. Sa viande, une fois produite, est directement vendue aux consommateurs. Bon, c'est une certaine indépendance. Et puis il y a, quand vous êtes au magasin, que le client vous dit ah ben ouais, on est content de votre viande, continuez comme ça, bon c'est quand même une petite satisfaction, même si ça ne met rien dans le porte-monnaie, quoi. C'est plus valorisant. C'est plus valorisant, alors que quand on travaille avec le commerce, il y a toujours quelque chose qui va pas, elle est trop grosse, elle est trop petite, elle est trop grasse, elle est trop maigre. Bon, on vient un temps que c'est leur sang, quoi. On n'est pas reconnu, quoi. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'ils cherchent le prétexte pour baisser le prix, quoi. Pour vendre sa viande, Jean-Louis s'est associé avec des producteurs de fruits, de légumes et de volailles de la région. Au total, 9 associés pour monter un magasin de produits frais et locaux. Presque toute sa production est maintenant vendue au magasin, même s'il l'avoue, quelques vaches terminent encore dans la grande distribution. Ce que moi je ne veux pas pour le magasin, fatalement ça part dans le circuit traditionnel. On a retiré sur l'année, on a retiré une bonne dizaine, quoi, qui sont pas... Ah, mais ce qui est marrant, c'est que dans votre système, finalement les bonnes viandes finissent dans le circuit traditionnel. Ah ben oui, mais ça c'est... Le circuit court a permis à ce producteur de créer un emploi. Mais il le reconnaît, ce mode de distribution lui demande plus de travail. De la naissance du veau jusqu'au consommateur, Jean-Louis Moreau fait tout lui-même. Et pour ça,
il faut savoir jongler avec différentes casquettes. Pourquoi vous changez de veste, hein? Ben ça, la blouse, c'est une blouse de déchargement qui sert à la viande fraîche, quoi. Ça, c'est une veste de vente. Parce que je vais passer à l'intérieur du magasin. Et dans le magasin, quand on est, il m'arrive de servir en charcuterie, donc on prend une veste de... Là, vous passez de fournisseur... De fournisseur à vendeur, voilà. Un aliment parcourt en moyenne 1500 km avant d'arriver dans une assiette. Ici, 80% des produits du magasin sont cultivés à moins de 100 km. La méthode permet une meilleure traçabilité des produits pour le client, mais aussi un plus grand respect des saisonnalités. Ici, on ne fait que du produit de saison. Et c'est bien parce que justement, ces arguments-là, on peut les développer auprès du consommateur. Au départ, c'est vrai qu'ils étaient un peu surpris. « Ah ben vous n'avez pas d'orange ?» Ben non, nous, notre objectif, c'est de vendre des produits de proximité, des produits locaux, de faire vivre donc le milieu rural local. Une centaine de magasins basés sur le même concept a ouvert ces dernières années en France. Devant cette tendance du manger mieux et local, la grande distribution tente de se tailler sa part du lion. Cette grande surface de la région lyonnaise travaille elle aussi avec des producteurs locaux, mais que sur certains produits. En fait, cette salade, elle a été coupée ce matin. Elle vient d'un producteur qui s'appelle Jean-Claude Gognon et qui est à Caluire, à 5 km du magasin. Donc toutes ces salades sont coupées le matin entre 5h et 6h et elles sont livrées directement au magasin dès 8h pour avoir un produit qui a été coupé du jour, ce qu'on appelle le produit coupé du jour. Un retour aux sources pour la grande distribution et une nouvelle manière de travailler avec les agriculteurs. Malheureusement, comme le magasin doit fournir de tout chaque jour de l'année, l'expérience est encore limitée. Mais elle traduit tout de même un tournant dans le rapport entre la grande distribution et les agriculteurs. Ici, vous êtes vraiment au Val de Lyon pratiquement. Et notre rôle, il est de vendre des produits industriels, certes, mais il est aussi de vendre ces produits-là en circuit court, parce que de toute façon, on le fait depuis tout le temps. Il n'y a pas de raison qu'on s'arrête. La tendance, elle est là, sur les produits bio également. Donc autant qu'on en profite, et puis que tout le monde en profite, notamment les producteurs locaux. Sauf que dans la zone marché, il n'y a pas les agriculteurs qui sont là pour présenter leurs produits. Non, effectivement, parce que moi je pense que c'est pas leur métier. Leur métier, il est de produire, il est de vendre éventuellement sur place. Mais nous, notre métier, il est aussi de distribuer et de vendre. Le circuit court séduit également les collectivités territoriales. De plus en plus de cantines scolaires, d'hôpitaux et de maisons de retraite passent des contrats avec les producteurs locaux. Alors, tout le monde est en train de dire c'est là qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Y a-t-il des critères précis et des contrôles pour les produits dits bio ? Bien sûr, il y a deux organismes, AB et Cocert, qui sont là pour s'assurer que les produits sont bio. En France, c'est extrêmement rigoureux. Ailleurs, en Europe, c'est rigoureux, peut-être un petit peu moins, ça dépend des législations et des réglementations. Le vrai drame, le vrai scandale, c'est que nous importons 70% des produits bio que nous consommons, alors que notre agriculture pourrait non seulement fournir 100% de la nécessité de la consommation française, et pour le reste de l'Europe. La preuve, et je fais cette enquête dans Marianne, bien entendu, le cliché c'est quoi? Depuis des décennies, le bio c'est bien bon, mais c'est pas pour tout le monde. C'est limité à des bobos, des petites productions. C'est faux. Il faut casser ce cliché. Il y a un monsieur qui s'appelle Thierry de Pierrepont. Il est producteur de légumes dans la Manche. Il avait commencé avec des produits conventionnels et un jour il fournissait des carottes pour peau de bébé. Il s'est rendu compte que la dose de pesticides qu'il mettait là-dedans, ça partait dans le corps des petits enfants. Il dit mais c'est pas possible, on devient fou. Il s'est renseigné. Il a vu qu'il y avait d'autres méthodes de culture qui étaient tout simplement un peu des retours à des méthodes culturelles anciennes, notamment la rotation, ce qu'on appelle l'assolement des terres en friche, et puis l'utilisation d'une algue qui s'appelle le lithotam. Aujourd'hui, il a 115 hectares de terre dans la Manche, dans le Cotentin. Il produit des carottes, il produit des poireaux, il produit des navets qui sont 100% bio, il gagne sa vie, il fournit 25% de ce que Carrefour commercialise en produits bio. Carrefour accepte cette tarification, c'est donc la preuve. Et il est prêt, lui, à montrer au gouvernement, il est prêt à recevoir monsieur le maire et à expliquer comment on peut, en 10 ans, transformer toute l'agriculture française en bio. C'est-à-dire, ça va rendre, il a 40 salariés. Ceux qui utilisent des pesticides et des produits sanitaires, ils en ont 4 pour 115 hectares. Donc ça veut dire qu'on recrée des emplois, on remet la ruralité en fonctionnement, on ressuscite les campagnes, on rend à la paysannerie son honneur
parce qu'il vit de son travail et pas de subvention. Et en plus, on donne des aliments sains aux Français et on relance l'économie rurale. Si la demande augmente massivement, l'agriculture bio peut faire face sans rien renier de ses principes. Sans aucun problème. Et personne n'ose nous le dire. Et on nous cache, voilà. Et même dans la Manche, pour vous dire, il y a des jeunes éleveurs qui veulent s'installer en agneau de présalé bio. Eh bien, il y a un petit fonctionnaire de la DTTM de Cherbourg, monsieur Pierre François, qui met les pires difficultés à ces gens-là pour qu'ils puissent pas s'installer, parce que c'est un petit fonctionnaire de Cherbourg qui dicte sa loi à madame Kosciusko-Morizet et qui peut pas faire en sorte que des éleveurs puissent faire avec des arguments d'une mesquinerie et d'une sordidité. Je veux dire, même les pouvoirs publics n'osent pas s'opposer à ça. Voilà. Et la FNSEA, comme il n'est pas présent au plateau, il ne peut pas vous répondre. Non, mais la FNSEA impose aussi ses dictates, et la FNSEA impose ses dictates. Elle roule pour l'agrochimie. Voilà. Jean-Michel Cohen. Le bio, j'ai 3 réponses à vous formuler. En ce qui concerne le bio, c'est un gros argument marketing parce que quand vous allez dans les supermarchés comme on l'a fait, on se rend compte qu'il y a moins de 5% des produits qui sont bio, essentiellement concentrés autour des fruits et légumes. La deuxième chose, c'est que notre surprise, ça a été que les légumes et fruits bio par moment étaient même moins chers que des légumes et fruits frais qu'on trouvait dans d'autres rayons, ce qui prouve que Perico a raison. Et la troisième chose, c'est que par contre, les produits manufacturés, confitures, compotes et quelques autres produits sont, quand ils sont bio, beaucoup plus chers. Et donc, ce n'est pas du tout la même catégorie de produits. Mais le bio en manufacturé, c'est quand même une dose assez simple. 4 biscuits bio sur 1700 références étudiées. 1000 compotes en France, seulement 30 bio. Donc, il y a moyen de faire. Maintenant, c'est le consommateur qui refuse aussi de payer sur certains produits, comme c'est quand même normal d'avoir une compote bio, de payer 3 fois une compote bio le prix d'une compote de pote normale, en sachant que les échelles de prix deviennent complètement folles. On a trouvé des écarts de 1 fois 12. Par rapport au bio, juste une chose, si mes souvenirs sont bons, c'est bien une obligation de moyens et pas de résultats. C'est-à-dire qu'on dans la certification AB. Alors, je ne sais pas, ça veut dire que par exemple, si on a un champ bio et sur les 2 flancs de la colline, c'est l'industrie, on récupère tous les produits chimiques en dessous et ça reste bio. Normalement, ils ne sont pas censés y aller. Oui, mais c'est une obligation de moyens et pas de résultats. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. C'est les moyens, certes, mais ce qui m'intéresse, c'est à la sortie, qu'est-ce qu'il y a. Et par rapport, vous avez tout à fait raison, au bio qui est importé de pays qui sont qui font n'importe quoi dans le bio. Quand on regarde, on analyse, on est assez déçu. Et là, visiblement, il y a une cacophonie au niveau du bio. C'est une très belle idée, le bio. Mais simplement, il faudrait qu'il y ait des résultats. Parce que les gens qui achètent... Là, vous êtes en train de dire qu'il faut faire du bio à circuit court. Les gens qui achètent du bio, ils l'achètent pour leur santé. Et je voudrais que la santé soit vraiment résultat, que ce soit un bio d'obligation de résultats, certes de moyens, mais surtout des résultats. Il donne l'impression d'avoir moins de pesticides, mais qu'il y en ait vraiment. Et la santé et l'environnement, Yves. La santé et l'environnement. Moi, je poserais plutôt le problème en termes d'environnement qu'en termes de santé. Parce que pour compléter la réponse de Frédéric Saldman, à plusieurs reprises, on a démontré que le bio avait autant d'avantages et d'inconvénients que le conventionnel, pour le consommateur toujours. Donc il y a un moment aussi où on peut s'inquiéter de voir justement voir une fuite en avant vers le bio qui serait simplement le refus de la peur du reste. Il n'y a pas de politique publique. Questions SMS et Internet, s'il vous plaît. La qualité de l'alimentation se dégrade d'année en année, pas le prix, pourquoi? Alors, est-ce que vous contestez l'analyse? Et ensuite, est-ce que, au contraire, vous dites oui, c'est vrai, il y a un problème? Oui, il y a un organisme qui s'appelle l'ANIA, qui est la nationale de l'industrie agroalimentaire, qui est là pour assurer des marges chaque fois plus importantes. Et on voit aujourd'hui dans la politique des produits laitiers, c'est-à-dire que le producteur gagne de moins en moins, et ce sont les intermédiaires, et là c'est le problème de la grande distribution, qui s'en met, passez-moi l'expression, plein les fouilles, sur le dos des producteurs et sur le dos du client. Et les pouvoirs publics ne font rien. Si, des petites mesurettes à la Bruno Le Maire, qui augmentent. Des petites mesurettes. Réponse courte que je puisse entendre. Je dirais que c'est l'écart qui augmente entre le pas cher mauvais et le très bon très cher. Pourquoi le consommateur n'est-il pas informé de la méthode de culture des fruits et légumes pleine terre ou hors sol, par exemple? On aimerait bien. Ça, honnêtement, je pense que franchement, c'est un des rares trucs qui continue d'être vraiment choquant. Vous êtes d'accord? Très important. Je n'ai pas oublié de demander, vous le toxicologue, quand vous pouvez, vous mangez bio ou pas? Oui, mais ça diminue par 6 l'exposition aux pesticides quand même de manger bio. Hein. Donc c'est quand même le principal avantage, c'est celui-là. Même si au niveau nutritionnel, il y a d'autres problèmes, il n'y a pas un gain nutritionnel évident. D'ailleurs, l'AFSA a fait un rapport très intéressant sur les avantages et les inconvénients du bio. Il suffit de s'y rapporter. Et donc, mais ça implique une diminution de l'exposition aux pesticides.
pesticides. Et d'ailleurs, dans mon livre, à la fin, je recommande, je dis si vous pouvez manger bio. Et surtout, mais on l'a dit, c'est-à-dire manger des circuits courts qui évitent des traitements. Parce que le problème des pesticides, c'est le transport des produits. Ils sont traités avec les pesticides pour le transport. Donc, avoir des circuits courts, hein. Et alors, il y a deux choses. Il faut savoir que ce qui a été terrible, c'est le maïs en silage. C'est ça qui a entraîné une dégradation terrible de la qualité et la physiologie des animaux et de la qualité des viandes et la qualité du lait. Donc, remettons les vaches à l'herbe, refaisons des circuits courts et on va reconquérir une partie de notre qualité. Je ne vais plus au restaurant car je ne sais pas ce qu'il y a dans mon assiette. À quand l'obligation de l'indiquer? Je me permets juste de vous... Ça revient souvent, ça, cette question. Oui, alors cette question, je la trouve légitime, mais en même temps, moi je vous le dis franchement, elle m'inquiète parce que quand on en sera à décortiquer l'intégralité de la fiche de chaque élément qui est dans l'assiette au restaurant, j'ai répondu à la question. J'ai répondu dans un journal à la question et j'ai expliqué que la gueule de la carte, l'allure du restaurant et ce qu'on voyait, l'apparence permettait de se faire une idée parce qu'il n'y a aucun système de vérification aujourd'hui. Frédéric Sandman. Il y a aussi quelques petites choses, c'est que quand vous avez par exemple des poissons crus qui sont proposés, très souvent c'est la mode des tartares, des carpaccio, s'ils sont congelés avant, ça évite d'avoir ce petit ver qui s'appelle l'anisakis qui donne tous les ans des tas de gens qui ont des perforations intestinales. Donc de congeler le poisson, ça serait bien. Pareil, il y a 100 000 cas de ténia, c'est le ver solitaire par an lié au tartare de bœuf. Si la viande est congelée avant, c'est des gestes tout simples, et ben il n'y en a plus. Donc quelque part par rapport aux restaurateurs, de bonnes pratiques comme ça font chuter les risques. Pourquoi même en été les tomates n'ont-elles plus ce bon goût de tomate? Parce qu'elles sont hors sol, tout simplement, parce qu'elles sont plus dans la terre, c'est plus les tomates de paysans, c'est plus les légumes de paysans. Voilà. Sous serre, donc, et ensuite conservé éventuellement dans des chambres froides. Ça fait pas du bien. La surproduction actuelle, ça veut dire que pour abaisser les prix, on surproduit plus en essayant d'utiliser des techniques. On a sélectionné les variétés qui étaient les plus productives, c'est-à-dire celles qui produisaient le plus en poids et qui sont de moins bonne qualité. C'est-à-dire qu'en fait, on a une dilution des antioxydants, du lycopène, etc. Ce qu'on aimerait quand on peigne une tomate, c'est savoir le taux de lycopène qu'il y a dedans. Vous dites que big is not beautiful, alors. Absolument. On a des aliments silhouettes, c'est-à-dire ils ressemblent aux aliments, mais c'est plus les mêmes. Est-ce que little is better? Est-ce que le petit est mieux? Les aliments silhouettes, j'appelle ça. Est-ce que la maladie de Parkinson est due aux pesticides? Alors la question, est-ce que... Tout à fait. Une partie chez les agriculteurs, et en particulier chez ceux qui ont un gène qui les prédispose à ça. C'est comme le cancer de la prostate chez les agriculteurs, c'est ceux qui ont un gène particulier qui change le métabolisme du pesticide. Donc à ce moment-là, ce qui est clair, c'est que c'est effectivement le maladie de Parkinson a été tout à fait démontré chez les agriculteurs qui manipulent les pesticides, en particulier les viticulteurs. Vous voulez ajouter quelque chose? Il y a des facteurs de risque dans certaines populations, effectivement. Ce qu'il faut surtout, c'est savoir modifier son alimentation avec l'âge, parce que, vous savez, il y a une chose intéressante. Est-ce que vous voyez beaucoup d'automobiles qui ont 80 ans? On n'en voit pas beaucoup avec les filtres d'origine. Non plus. Pour l'homme, avec les filtres, c'est les reins, le foie. Il faut vivre tout ça avec les pièces d'origine. C'est pas si simple que ça. C'est pour ça qu'il faut savoir aussi adapter, modifier son alimentation avec l'âge, parce qu'on n'a plus besoin forcément des mêmes choses, des mêmes carburants, différents âges de la vie. Et ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est qu'il faut justement très bien choisir ce qu'on mange, pas manger vite n'importe quoi, parce que tout ce qu'on va manger va être très important par rapport à nos cellules elles-mêmes. Et quand les gens, souvent, vous savez, il y a la course aujourd'hui à paraître de plus en plus jeune. Eh bien, on s'est aperçu qu'effectivement, quand on fait 10 ans de moins, on vit 10 ans de plus. Ça, c'est formidable. Et l'étude en plus a été faite sur des jumeaux, c'est-à-dire que c'est pas une histoire de génétique. Et alors, on a remarqué aussi que souvent, vous avez des gens, par exemple, qui ont 60 ans, ils ont les cheveux teints, ils ont eu du botox, de l'acide hyaluronique, ils sont tirés, et puis ils font toujours le même âge. L'entourage est navré et dit, il fait toujours pareil. Alors, tous ces efforts et ces dépenses, toutes ces dépenses pour rien. Alors, on a regardé un petit peu, et on s'est aperçu que la vraie beauté vient de l'intérieur. Je m'explique, c'est qu'il y a des facteurs biologiques quand on analyse au niveau du sang, c'est ce que j'explique dans ce livre, c'est que par exemple, si on regarde les taux d'hémoglobine, bilirubine, cholestérol, tous ces paramètres, et qu'on les modifie, d'un seul coup, le sujet va paraître réellement plus jeune, et ces facteurs sont justement liés à une bonne alimentation. C'est pour ça que le carburant va faire que les gens vont avoir un meilleur teint, vont être plus roses, et c'est là où on doit faire des gros efforts, parce que la partie n'est pas facile à jouer. Effectivement, tous ces aliments pleins de pesticides nécessitent de réfléchir. Et les nanotechnologies dans les aliments? Non, je voulais dire que les poissonniers ont l'obligation d'indiquer... Non, mais on va revenir, parce que c'est bien, le Dr Sandman, il fait une autre émission, mais c'est très bien, c'est très intéressant.
intéressants, ont l'obligation d'annoncer Atlantique Nord, Atlantique Est, élevage, ou voilà. On peut mettre sur les fruits et légumes, on peut indiquer la provenance et la traçabilité. Que vous utilisez, nanotechnologie, ionisation des aliments, pesticides, c'est déjà des termes qui nous effrayent. Et avec Frédéric, on essaye de montrer qu'il y a quand même une certaine raison dans la l'information. Il faut de l'information. Voilà, l'information. Sur les nanotechnologies, un rapport qui vient de sortir. Il ne faut pas faire peur à tout le monde, alors que... Il ne faut pas non plus les rassurer. Non. Faut les informer, il a raison. Rediffusion de cette émission ce soir à 22h45 sur le câble satellite, la DSL et la TNT. Vous avez oui, c'est même en effet. Vous avez rendez-vous dimanche à 18h et en direct avec Jean-Paul Delevoye, le médiateur de la République, sera l'invité de Géraldine Mühlmann dans ses politiques. Et en ce qui me concerne, après vous avoir souhaité un excellent week-end, je vous retrouverai avec un grand plaisir lundi soir à 17h45. Bon week-end sur France 5. Merci et à lundi.